on a constaté que nos concitoyens ne viennent pas chercher leurs plaques d'immatriculation. Les cartes grises et les plaques d'immatriculation sont là, mais les usagers ne viennent pas chercher. Et tant que ces plaques seront exposées dans nos magasins, nous ne savons pas. C'est des situations sécuritaires. Est-ce que ces plaques-là sont réellement suivies? On a souvent des brebis galeuses, on a des gens qui savent que des plaques sont exposées là et qui peuvent peut-être casser une nuit, casser la baraque pour voler une plaque. C'est déjà une situation dangereuse. Parce qu'une plaque qui se perd, on ne sait pas sur quelle moto l'usager ira mettre. Une plaque qui est fixée sur une moto qui ne convient pas, une moto pour laquelle cette plaque n'est pas dédiée, c'est une situation qu'on ne souhaite pas. Parce que cette moto-là va commettre un forfait, c'est quelqu'un d'autre qu'on va prendre. Donc ça fait que on est en train de passer par voie de presse pour informer nos usagers de venir retirer leur plaque d'immatriculation. Et dans le cas contraire, l'ANAT serait dans l'obligation de procéder à la destruction des plaques. Et là, l'usager viendra payer, encore repayer, et on va lui produire les duplicata de ces titres-là s'il veut. L'opération Zéro Moto non immatriculée en circulation va permettre à l'ANAT d'immatriculer toutes les motos en circulation pour la sécurité des personnes et des biens. Aujourd'hui, nous avons d'autres réformes qui se sont ajoutées et qui permettent de faciliter l'immatriculation de ces motos-là. Entre-temps, nous avons la possibilité déjà d'immatriculer, de faire une pré-immatriculation des motos, ce qui permet aux concessionnaires de payer les frais de moto au cordon douanier, de payer avant de même dédouaner leur véhicule, leur moto. Et ça nous permettait d'immatriculer. Mais cette fois-ci, la nouveauté qui a été ajoutée, c'est l'immatriculation même faite par les concessionnaires sur place. Et pour cette réforme, nous avons, réforme initiée par le directeur général, nous avons formé des concessionnaires sur place. On leur a donné la possibilité eux-mêmes d'immatriculer la moto, c'est-à-dire en remplissant les noms, prénoms des usagers, puisque c'est des motos qui sont déjà pré-enregistrées dans notre base de données. Eux, ils ne font qu'enregistrer les coordonnées de leurs clients et ils peuvent leur donner une attestation d'immatriculation sur place. L'attestation d'immatriculation est donnée et la plaque est fixée en même temps. Donc, l'usager aujourd'hui qui a la chance d'aller acheter une moto chez un de ces concessionnaires qui déjà est dans la phase pilote avec nous et qui travaille, a déjà immatriculé ses motos, a la chance de partir de chez le concessionnaire avec la plaque et le certificat d'immatriculation qui montre que sa moto est déjà immatriculée en son nom. Ce qui lui reste à faire, c'est de se déplacer simplement dans une de nos annexes et puis il prend sa carte grise. Je demande aux parents de faire une pause, aux étudiants ou à ceux qui viennent d'avoir le bac fraîchement, d'aller faire une expérience en entreprise, selon leur propre désir, de choisir une entreprise et de faire une expérience pendant peut-être toute l'année, peut-être une formation professionnelle et voir ce qui se passe réellement dans les entreprises. Parce que vous allez remarquer que en réalité, ceux qui sont en train de travailler
et qui s'inscrivent dans les cours du soir ou des cours parallèles pour perfectionner ou pour avoir un diplôme supérieur, vous voyez que leur posture est différente, leur regard sur les réalités est différent. Donc cette expérience, cette pause après le bac permet à l'enfant de toucher du doigt la réalité de l'administration, la réalité du métier. Ça peut être, il peut faire ça dans un métier qui l'intéresse, après il peut changer. Nous sommes dans un monde dynamique. Mais de toute façon, dans n'importe quel domaine, s'il prend cette pause une année là, parce que vous voyez avec moi qu'aujourd'hui, les gens sont très jeunes quand ils ont le bac. Ce n'est pas en notre temps où, bon, je dis notre temps, mais peut-être ceux qui sont plus, ils vont encore dire, mais de toute façon, nous, on n'est plus adultes avant d'avoir le bac. Mais aujourd'hui, maintenant, les enfants sont très jeunes, ils ont le bac, parfois même à 20 ans, parfois même moins de 20 ans. Et vous allez voir, 17 ans, 17 ans, 16 ans, ils ont le bac. Donc, vous dites qu'il peut prendre le temps de faire une pause, d'aller faire une immersion dans une entreprise pour toute l'année d'abord, avant de venir s'inscrire. Je vous assure, ça lui permet de voir clairement les choses et de choisir quelque chose qui va répondre vraiment à ses compétences. Parce que nous avons dit deux choses. Il y a la réalisation de soi, il y a gagner l'argent. Gagner l'argent aujourd'hui, nous savons que tout ce qui est lié à l'électronique, aux réseaux sociaux, apporte plus puisque les gens veulent, on est à l'ère de l'information où on veut parfaire notre image. Il y a cette question-là. Tout ce qui est électronique, tous les métiers liés à l'électronique donnent de l'argent. L'individu ou l'enfant peut choisir quelque chose qui donne de l'argent et en même temps faire quelque chose à côté qui lui permet de se réaliser. Parce que nous sommes dans un monde où actuellement ce n'est plus un seul métier qui va vous permettre de vous réaliser. Quand je vous dis de vous réaliser, c'est vous épanouir. Donc, même si vous avez un métier, et nous sommes dans un monde où il faut fructifier les sources de revenus. Donc, ce que je conseille en résumé à nos chers téléspectateurs, c'est que il faut que, après le bac, qu'on ait une pause. Une pause où on découvre, on fait une découverte d'un métier, on va dans une entreprise, on fait une formation professionnelle. On peut faire une formation professionnelle de 3 mois et rester dans une entreprise, voir les rouages de l'administration, voir comment fonctionne l'entreprise, voir tout ça. Et ça nous donne des idées pour dire, je veux ça ou je ne veux pas ça, ainsi de suite. Ça permet aussi de confronter ses compétences. Et après cette année-là, maintenant, l'enfant peut continuer à l'université, choisir réellement la filière. Ça lui permettra de voir clair, de choisir une filière qui correspond vraiment à ses aspirations. Je dis à tous ceux qui nous suivent que l'avenir se construit. L'avenir se construit. Mais ça ne se construit pas dans la course. Ça se construit dans la patience, dans l'intelligence et dans la délicatesse. N'ayez pas l'impression que vous êtes en train de perdre du temps. Prenez le temps de construire votre avenir. C'est ça l'essentiel. Prenez le temps de construire votre avenir pour jouir pleinement de votre métier, de votre vie après. Donc, 1 an, 2 ans, prendre pour faire expérience permet de découvrir, permet de réorganiser les choses dans son esprit et permet de prendre un élan plus fort et plus vrai. C'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de vite liquider les corps. Ça va réduire aussi le coût, les charges. Mais il y a des réalités que le gouvernement doit revoir dans sa décision. Des réalités parce que il faut chercher aussi la cause. Parce qu'on dit les corps délaissés, les corps délaissés. Quel parent peut vouloir délaisser le corps de son enfant, de son frère, de sa soeur, de son père? Non. L'État doit chercher la cause de pourquoi les corps duent à la morgue. Quand déjà le malade à l'hôpital, les frais médicaux, l'hôpital exige que
il faut rembourser avant de libérer le corps. Je pense que c'est une très bonne chose, puisque le Béninois a l'habitude de conserver des corps pendant des années avant de les enterrer, ce qui n'est pas du tout bon. Quand on parle d'un corps, c'est quelque chose qui est déjà gâté. Je pense que les 1 mois qu'on a donné pour enterrer les corps, c'est déjà bon. Si c'était moi, j'allais même donner 2 semaines. Bon, le secteur funéraire, vraiment, il faut féliciter le gouvernement pour ça. Quand on fait ce qui est bon, il faut féliciter. Même si on n'est pas dans le système pour avoir des milliards pour bien vivre. Et je crois que cette mesure, elle est bonne, dans la mesure où ce n'est pas bien que quand quelqu'un meurt, qu'on garde la personne 1 an, 2 ans. Ce n'est pas une bonne chose. C'est les vivants qui ont besoin de solidarité, de l'aide pour avoir une vie de qualité, pour avoir une vie de qualité humaine. Mais quand quelqu'un est fini, il faut le mettre sous la terre. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est pourquoi nous, les musulmans, ça ne fait même pas 48 heures. Ça fait 48 heures quand c'est un grand cadre. Le corps passe le temps à la morgue. La morgue aussi est en train de fracturer le temps que le corps passe, si bien que ça devient un lourd charge pour les parents. Et quand l'État va décider d'enterrer ce corps-là, moi je me demande si ce n'est pas une perte pour l'État même, parce que les parents doivent à l'hôpital, les parents doivent à la morgue et du coup l'État se lève, prend ce corps et aller enterrer. Je pense que les 30 jours qu'on a donnés, c'est déjà vraiment suffisant. Puisque à quoi ça sert de conserver des corps pendant des mois? Bon, je pense que c'est de l'urgence, sinon puisque 1 mois c'est déjà bon pour enterrer son corps. Donc je crois que c'est une bonne mesure que le gouvernement a prise, seulement que je demande aux frères chrétiens qui vendent les tombeaux au cimetière à 500 000, 600 000, de baisser le prix, de baisser le coût. C'est pas bon. Il y a des familles chrétiennes qui n'ont pas les moyens pour payer une tombe à 500 000, 1 million. C'est pas bien. Le gouvernement n'a qu'à encore revoir cette réforme par rapport au prix dans les cimetières chrétiens. Si ce n'est pas le cas, que c'est le gouvernement qui ira chercher les corps dans ces structures privées. Le gouvernement ira chercher les corps sans indemniser ces sociétés privées, puisque les parents ont laissé les corps là et ils doivent à la morgue. C'est une société privée qui paie l'impôt, qui paie l'électricité. Maintenant, est-ce que l'État ira prendre ce corps là, aller enterrer sans indemniser ces sociétés privées? Donc, bon, je ne sais pas comment ils sont, quelles a été toutes les réflexions menées. Est-ce qu'ils ont fait une assise avec ces promoteurs privés de morgue? La seule doléance que je peux demander, c'est ceux qui étaient malades dans nos hôpitaux publics et aujourd'hui leurs parents ne sont plus et ils sont à la morgue dans les hôpitaux publics. Je voudrais demander au gouvernement de prendre des mesures sociales. C'est-à-dire, ces derniers-là, ils n'ont qu'à essayer de payer un forfait, on n'a qu'à essayer de réduire leur coût pour qu'ils retirent vite leur corps. Sinon que la décision, elle est bonne, mais le délai de 30 jours semble pour moi être court encore qu'on est en Afrique et il y a une réalité africaine chez nous. Quand c'est le fils aîné qui est peut-être en voyage ou en mission, qui doit descendre avant que le père, son père, sa mère, son enfant ne soient enterrés, il y a des réalités africaines. Donc pour moi, la décision elle est bonne, mais la durée elle est un peu courte. Alors que les autorités nigérianes s'efforcent de lutter contre la récente propagation du choléra dans certaines régions du pays, des experts médicaux ont conseillé aux habitants d'adopter une hygiène appropriée lors de la manipulation d'aliments et de substances liquides. Le docteur Adewale Adeleye a déclaré qu'un bon lavage des mains, l'utilisation d'une eau saine et la préparation des aliments sont des moyens de prévenir la propagation du choléra. Il a ajouté que si les vaccins peuvent être utilisés pour les personnes à risque, ils ne peuvent pas pour l'instant être utilisés à grande échelle, comme dans le cas de la polio. C'est votre médecin qui déterminera si vous devez vous faire vacciner ou non en fonction de si vous présentez un risque élevé. Il n'est donc pas conseillé de procéder à une vaccination de masse, en particulier en cas d'épidémie de choléra. En effet, même avec ce vaccin, si vous le prenez dans les 2 ou 3 ans, l'immunité finit par s'estomper. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez qu'une fois, du moins, vous avez besoin d'une dose de rappel en fait. Je pense que vous recevez 2 doses à quelques semaines ou mois d'intervalle, de sorte qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, l'immunité s'installe.
À Lagos, centre névralgique du commerce nigérian, les autorités affirment que leur travail porte ses fruits. La situation est bien maîtrisée et j'aimerais que les citoyens ou les résidents de Lagos soient assurés que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que cela ne devienne un problème. Vous pouvez vous détendre et avoir confiance en nous. Nous maîtrisons la situation et vous n'avez pas besoin de paniquer. Continuez vos activités comme d'habitude, mais respectez les recommandations et les conseils de sécurité que nous vous avons donnés. Il convient de noter à nouveau que depuis juin 2024, cette année, lorsque nous avons alerté le public, le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'intermédiaire du Centre nigérian de contrôle des maladies, a réagi activement à l'épidémie de choléra, qui a eu un impact significatif sur la santé et le bien-être de notre pays. Les enfants de 5 ans sont les plus touchés. La répartition par sexe est toujours la même, 52% d'hommes et 48% de femmes. Selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, le pays a enregistré plus de 3600 cas suspects de choléra et 103 décès, soit un taux de létalité de 2,8%. Ce dimanche, l'Union africaine s'est réunie à Accra, au Ghana, pour aborder les défis de l'intégration africaine et coordonner une position commune avant ses prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. Mohamed Cheikh Razouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a plaidé pour une accélération de l'intégration économique du continent. Nous devons intensifier nos efforts pour l'intégration économique et nous devons veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions de façon à soutenir le continent et à répondre aux aspirations de nos citoyens dans tous les pays d'Afrique. La réunion a également abordé en profondeur les mécanismes de financement des projets de l'Union africaine, notamment la dépendance significative de l'organisation vis-à-vis des fonds de partenaires non africains. Sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle », l'événement a réuni l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Tous les participants se sont accordés sur la nécessité de favoriser la croissance économique et les échanges intra-africains. Le gouvernement centrafricain accuse le ressortissant belge-portugais Martin-Joseph Figueira d'espionnage au profit de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis. C'est au cours d'un point de presse tenu à la présidence de la République que le conseiller du président Archange Touadéra a tenu à clarifier les faits sur la situation du membre de l'ONG américaine FIH 360. Il y a des preuves, aussi bien sonores que écrites, avec des versements d'argent et des livraisons d'armes. Nous faisons confiance à la justice de notre pays et les éléments qu'eux, ils ont à leur possession, ils considèrent que ces éléments sont tellement lourds qu'ils peuvent conduire au déferment de ce monsieur et ensuite à sa présentation devant les juges. Cela fait 2 mois maintenant qu'il a été arrêté le 25 mai dernier à Zemio dans le Umbumu. Il est accusé de financement de groupes terroristes parmi l'Unité pour la paix en Centrafrique UPC d'Ali Darassa, de complot, d'espionnage, d'incitation à la haine. Le gouvernement dit être en possession des preuves matérielles et sonores l'incriminant. Mais depuis quelques jours, il a entamé une grève de la faim selon le procureur, manœuvre qui vise à manipuler l'opinion. La grève de la faim, le communiqué du procureur de la République en parle. On ne peut pas échapper à ça. C'est un procédé qui est toujours utilisé par ceux qui s'adonnent à ce type de situation, ceux qui sont accusés de ce type de situation. Ils nous avancent une grève de la faim et ils disent qu'ils ont des problèmes de santé, ainsi de suite. On sait que ça a toujours été le procédé que ces gens utilisent pour manipuler l'opinion.
Alors que les organisations internationales se sont penchées sur la situation appelant à sa libération pure et simple, car les allégations étant non fondées, le gouvernement assure qu'il fera face à la justice dans les jours à venir. Pendant ce temps, l'ONG et son avocat se disent préoccupés par sa situation. Joseph Figuera, s'il est reconnu coupable, risque la prison à perpétuité. Dimanche, la plus haute juridiction du Bangladesh a revu à la baisse un système controversé de quotas pour les candidats à des emplois publics. Ce système annoncé par la première ministre Sheikh Hasina avait provoqué des troubles dans tout le pays et des affrontements meurtriers entre la police et les manifestants qui ont fait des dizaines de morts. Dans son verdict, la Cour suprême a ordonné que 93% des emplois publics soient attribués selon un système fondé sur le mérite, les 7% restants étant réservés aux parents d'anciens combattants ayant participé à la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971 et à d'autres catégories. Auparavant, le système réservait 30% de ces emplois aux parents des anciens combattants. La décision de la Cour suprême intervient après des semaines de manifestations, principalement menées par des étudiants. Les manifestants affirment que le système des quotas est discriminatoire et profite aux partisans de Madame Hasina, dont le parti La Ligue Awami. La ville de Rabat au Maroc est l'un des 124 sites du patrimoine de l'UNESCO dont l'état de conservation sera évalué par le comité. Située sur la côte nord-ouest du pays, Rabat est un mélange éclectique d'anciens et de nouveaux. Elle combine un passé arabo-musulman avec le modernisme occidental. La désignation de l'UNESCO nous confère une responsabilité, car c'est un honneur et en même temps un mandat. Elle nous oblige à prendre soin de ces monuments historiques, parce que l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de la Culture et les partenaires locaux, essaie de soutenir ce patrimoine et de le faire connaître. Parce que lorsque beaucoup de gens visitent le Maroc, ils vont simplement à Fès ou à Marrakech. Aujourd'hui, il existe une vision royale selon laquelle Rabat n'est pas seulement la capitale administrative, mais aussi la capitale culturelle, la ville des Lumières. La mosquée As-Souna, située au cœur de Rabat, est l'un des monuments islamiques les plus importants de la ville. Quatrième plus grande mosquée du Maroc, la mosquée datant du XVIIIe siècle sert de lieu de culte et de destination pour les visiteurs. Avec une architecture remontant à 1184, la ville de Rabat est l'une des plus anciennes du monde. Ces monuments issus de multiples périodes de l'histoire marocaine attirent les touristes du monde entier. Ça a toujours été un attrait touristique important. Même pour nous, ça nous fait une petite visite, ça nous fait découvrir les enfants aussi. On leur apprend ce qu'est l'histoire du Maroc à travers ces lieux et ces monuments. En 2012, l'UNESCO a inscrit la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial en reconnaissance de sa valeur historique et culturelle. Le ministère marocain de la Culture, en coopération avec l'UNESCO, travaille à la protection et à la restauration de ces sites afin d'assurer leur survie. La 46e session du Comité du patrimoine mondial débute le 21 juillet à New Delhi, en Inde, et elle se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2024. Le 20 juillet 1994, Alexandre Loukachenko est élu à la tête de la Biélorussie. Âgé de 69 ans aujourd'hui, il fête ses 30 ans au pouvoir. Surnommé le dernier dictateur d'Europe au début de son mandat, sa gouvernance est caractérisée par un mélange de mesures visant à faire taire toute dissidence, à revenir à des méthodes et à des contrôles économiques de type soviétique et à entretenir une relation de proximité avec la Russie. La Biélorussie est un pays qui, comme beaucoup d'autres dictatures riches en ressources, dépend entièrement d'une ressource naturelle particulière. Dans le cas de la Russie et de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, mais dans le cas de la Biélorussie, c'est la Russie. C'est la ressource naturelle que Loukachenko doit extraire pour rester stable. De ce point de vue, la politique étrangère est donc la clé de sa survie politique. Élu pour un 6e mandat en 2020 à l'issue d'un scrutin largement considéré comme truqué dans le pays et à l'étranger, Alexandre Loukachenko a annoncé aujourd'hui qu'il se présentera pour un 7e mandat de 5 ans l'année prochaine.
L'armée israélienne a frappé des cibles Houthis dans l'ouest du Yémen en réponse à une attaque de drones revendiquée par le groupe rebelle à Tel Aviv vendredi. L'armée israélienne a déclaré que plusieurs cibles militaires avaient été touchées dans la ville portuaire de Hodeïda, à l'ouest du pays. Le gouvernement de Sanaa, dirigé par les Houthis, a déclaré que des installations de stockage de pétrole avaient été touchées, ainsi qu'une centrale électrique. Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade Yahya Sarri, a dénoncé ce qu'il a qualifié d'agression flagrante de la part d'Israël et a déclaré que les forces armées yéménites réagiraient. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que Hodeïda n'était pas un port innocent, ajoutant qu'il s'agissait du principal point d'entrée au Yémen des armes fournies par l'Iran, principal bailleur de fonds des Houthis. Les Houthis ont lancé à plusieurs reprises des drones et des missiles en direction d'Israël tout au long de la guerre de 9 mois contre le Hamas, affirmant le faire par solidarité avec le peuple palestinien. Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidence contre Donald Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux qui a provoqué une onde de choc politique dans tout le pays et jeté le trouble sur l'élection à quelques mois du scrutin. La décision de Biden intervient après une performance jugée médiocre lors des récents débats qui a poussé de nombreux parlementaires démocrates à lui demander de se retirer de la course. Je ne suis ni surpris ni choqué. Ses capacités diminuées étaient évidentes pour tout le monde, on le voit. C'est vraiment triste de voir quelqu'un passer par là. Donc oui, dur, difficile et triste. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé en tant que président, qu'il est un grand leader. Je suis très fier de lui et j'ai hâte de voir son successeur. En se retirant, Biden a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle devienne la nouvelle candidate des démocrates. Les semaines à venir seront déterminantes pour Kamala Harris qui devra convaincre les électeurs de sa capacité à diriger le pays.